Mon père est parti avant même ma naissance. C'est ma mère qui m'a élevé seule contre le monde. J'avais 10 ans ce Noël-là. Ma mère, Erika, venait de finir de préparer le dîner. C'était simple, purée, poulet rôti et sa tarte aux pommes spéciale. Elle avait 2 emplois. La veille de Noël était un des rares soirs où elle pouvait s'asseoir et sourire un peu. Les lumières du sapin scintillaient en rouge et vert, comme de petites étoiles reflétées dans les fenêtres. Je me souviens de son visage rayonnant quand elle m'a tendu une canne en sucre et m'a dit « Joyeux Noël, mon petit bonhomme ». Tout était parfait, jusqu'à ce qu'on entende frapper à la porte. Il était presque minuit. Maman fronça les sourcils. C'est bizarre. Qui ça peut être si tard? On frappa de nouveau, plus fort cette fois. Reste ici, Noah, chuchota-t-elle avant d'aller à la porte. Qui est-ce? Oh, oh, joyeux Noël, madame. Une livraison pour votre famille. Le front de ma mère se plissa. Je n'ai rien commandé. Ma mère regarda par le Judas et je vis son visage blêmir. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais avant qu'elle puisse parler, l'homme dehors a commencé à frapper notre porte comme un désespéré. J'ai crié, ne comprenant pas ce qui se passait. Ma mère m'a dit de me cacher, mais j'étais paralysé par la peur. Après quelques coups violents, notre porte a cédé. Maman m'a serré contre elle et nous avons reculé dans un coin, voyant un homme en costume de Père Noël ensanglanté entrer. Ses yeux semblaient vides, comme absents. « C'est comme ça qu'on accueille le Père Noël ?» Il a grogné. Dans sa main gantée brillait un long couteau de cuisine sous les lumières de Noël. Maman a poussé la table contre lui, faisant tomber des assiettes. « Cours, Noah !» Je me suis figé. L'homme a bondi, renversant la table comme si elle ne pesait rien. Maman m'a attrapé le bras et m'a tiré dans la cuisine. Nous avons couru, ses pieds nus glissant sur le sol, ma canne en sucre toujours dans ma main. Elle a ouvert brusquement la porte du garde-manger. « Vite, dedans !» Nous nous sommes serrés ensemble, entourés de boîtes de céréales et de pots de farine. Elle ferma la porte et pressa sa main sur sa bouche, murmurant « Ne fais pas de bruit ». À travers les lattes, je l'ai vu rôder dans la cuisine. Je sais que tu te caches. Le Père Noël voit tout. Maman tremblait, mais ses yeux étaient vifs. Elle regarda vers la fenêtre arrière, à quelques pas du garde-manger. Elle était petite, du genre qui s'ouvre à peine assez pour qu'un enfant s'y glisse. Dès que les pas de l'homme s'éloignèrent vers la cave, maman me guida vers la fenêtre. Elle m'embrassa sur le front et chuchota « Écoute-moi, mon bébé. Tu dois sortir par cette fenêtre et courir chez les voisins. Ne t'arrête pas, ne te retourne pas. Demande-leur d'appeler la police. » « Non, maman, chuchotai-je, les larmes coulant sur mon visage. Viens avec moi. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux aussi. « Je ne passerai pas. Fais juste ce que maman te dit, d'accord ?» Je grimpai sur le comptoir et poussai la fenêtre. Le froid frappa mon visage comme des lames. Je me retournai et c'est là que je le vis, une ombre bougeant derrière elle. « Maman !» L'homme surgit de la porte du sous-sol, l'attrapant par derrière. Le couteau brilla quand il la tira en arrière, en riant. « Où allez-vous tous les deux? Noël vient juste de commencer !» Elle hurla. « Cours, Noah! Va-t'en !» Mais l'homme m'a attrapé par le col ensuite, essayant de me tirer aussi, mais maman ne l'a pas laissé faire. Elle continuait à donner des coups de pied. Elle lui griffa le visage. Le sang coulait sur sa joue alors qu'elle lui arrachait une poignée de cheveux. L'homme hurla de rage et me lâcha, tournant toute sa fureur contre elle. Je suis tombé dans la neige et j'ai couru pieds nus à travers le jardin. Derrière moi, j'entendais du verre qui se brisait, des meubles cassés et ma mère qui criait. La maison du voisin était à 2 portes de là. J'ai frappé à la porte. Quand Maris a ouvert, je tremblais si fort que je ne pouvais pas parler. Un homme. Maman est blessée. Appelez la police. Il a appelé le 911 immédiatement. Je me souviens m'être caché sous leur sapin pendant qu'ils verrouillaient les portes et éteignaient les lumières. Les sirènes sont arrivées minutes plus tard, mais ça semblait durer des heures. Quand la police est arrivée chez nous, ils ont trouvé la porte d'entrée fracturée et le salon saccagé. Le sapin de Noël était renversé, les décorations brisées éparpillées sur le sol. L'homme déguisé en Père Noël gisait inconscient près de la cheminée, saignant de la tête. Maman l'avait frappé avec le lourd chandelier en laiton pris sur la cheminée.
Les policiers ont dit qu'elle s'était battue comme une lionne, mais n'a pas survécu. Ils l'ont trouvée effondrée à côté de lui, le couteau encore planté dans son flanc. Elle avait perdu trop de sang avant que les secours n'arrivent. Les flics ont trouvé une photo de moi froissée dans sa paume. Dans son dernier souffle, elle ne pensait qu'à moi. Ça fait 20 ans depuis cette nuit-là. Les policiers m'ont dit plus tard que l'homme s'était échappé d'un hôpital psychiatrique proche. Il avait volé le costume de Père Noël lors d'une collecte quelques heures avant d'entrer chez nous. Il a survécu au coup à la tête, mais reste dans un établissement sécurisé depuis. Parfois, je me demande s'il se souvient de ce qu'il a fait, mais surtout si maman savait combien elle était brave à ce moment-là, comment elle a choisi de mourir pour que je vive. Je ne supporte plus la musique de Noël. Chaque soir avant de dormir, je demande à Dieu pourquoi il a pris celle qui voulait rester. Pourquoi perdons-nous ceux qui tiennent à nous? Quand mon père est parti sans revenir, sans jamais s'inquiéter de maman ou de son fils, mais la seule personne qui a tout sacrifié en dévouant sa vie à son fils a connu une fin si cruelle. Comment la vie peut-elle être si injuste? Noël était simple chez moi autrefois. Juste moi, maman et papa. Notre famille n'était pas grande, donc nos fêtes étaient paisibles. Films, jeux de société, les biscuits brûlés de maman et papa qui feignaient de les apprécier. Cette année-là, tout était différent. Papa a dit qu'un invité se joindrait à nous pour le dîner de Noël. C'était un cousin du côté de sa mère qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il s'appelait Georges. Quand oncle Georges est arrivé, quelque chose chez lui semblait bizarre, grand, un peu corpulent avec des cheveux gris clairsemés. Ses yeux étaient fixes, mais il clignait beaucoup. Il portait un vieux trench coat et un simple sac de sport. « Dylan, j'ai tant entendu parler de toi. » Il m'a serré avant que je puisse réagir. Ses bras s'attardaient trop, son souffle chaud contre mon cou. Je me suis vite écarté, forçant un sourire. Maman a regardé papa, perplexe, mais il a haussé les épaules comme si de rien n'était. Le dîner était gênant. Georges n'arrêtait pas de parler beaucoup. Toutes les quelques minutes, il se tournait vers moi et me posait des questions bizarres comme mon âge, ou si j'avais une copine. Sa façon de me regarder en posant ces questions me donnait des frissons. Ses paupières bougeaient sans cesse comme des ailes de papillon. Ça rendait son visage vraiment flippant. À un moment, il a tendu la main pour toucher mes cheveux et a dit « Tu as des traits forts, tu me rappelles quelqu'un. » J'ai reculé ma chaise en marmonnant « Excusez-moi » avant de monter. Maman m'a appelé me demandant si j'allais bien. J'ai juste dit que j'étais fatigué. En vérité, je le détestais. Je suis resté dans ma chambre presque toute la nuit, jouant avec mes écouteurs pour couvrir le bruit d'en bas. Je me suis endormi peu après. Puis, un peu après minuit, je me suis réveillé. J'ai entendu des pas légers s'approcher. Ils se sont arrêtés juste devant ma porte. Mon estomac s'est noué. La poignée tourna lentement et la porte s'ouvrit en grinçant. Là, silhouetté par la lumière du couloir, se tenait oncle Georges. Il portait un costume de Père Noël, pas un bon marché d'ailleurs. Elle avait l'air vieille et poussiéreuse. Sa barbe pendait de travers et dans ses mains, il tenait un sac rouge. « Que fais-tu » balbutiai-je. Il sourit en s'approchant. « Le Père Noël a apporté un cadeau pour son garçon préféré. »« Tu dois partir » dis-je, la voix tremblante. Il m'ignora. Il posa le sac, y plongea la main et en sortit une petite boîte emballée. Il me la tendit à nouveau, clignant des yeux frénétiquement. « Joyeux Noël, Dylan. J'attends depuis longtemps pour te donner ça. » Je n'ai pas bougé. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Il fit un pas de plus, puis un autre. « Allez, » murmura-t-il. « Juste un câlin de plus pour le Père Noël. » C'est là que j'ai crié, un cri déchirant sorti tout droit de ma poitrine. Maman et papa sont arrivés en courant. La lumière du couloir s'alluma et la voix de mon père tonna. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Georges tressaillit mais ne recula pas. Ses mains tremblaient maintenant, son sourire vacillant. « Ce n'est pas grave, » dit-il doucement. « Il me connaît. Nous avons toujours été proches. » Papa bondit et le repoussa violemment. « Sors de ma maison, Georges. » Maman m'attrapa le bras, me tirant du lit. J'arrivais à peine à respirer.
Le bonnet de Père Noël de George tomba tandis qu'il titubait vers la porte. Son visage était pâle, son regard vague. « Tu ne comprends pas ?» marmonna-t-il en me fixant. « Je le connais depuis sa naissance », hurla papa à nouveau. « Sors avant que j'appelle les flics !» George recula, souriant faiblement, dents jaunes et tordues. « Tu as toujours été mon préféré, Dylan, » dit-il. « Tu l'as toujours été. » Puis, il se retourna et sortit, comme ça. Descendant l'escalier, franchissant la porte d'entrée, dans la neige. Papa verrouilla derrière lui et appela immédiatement la police. Quand les agents arrivèrent, George avait disparu. Ils fouillèrent les environs et patrouillèrent le quartier, mais aucune trace de lui. Sa voiture était toujours garée dehors, moteur froid, mais le siège conducteur vide. Le sac de sport qu'il avait apporté avait aussi disparu. Un des policiers est resté pour prendre les dépositions. J'étais sur le canapé, enveloppé dans une couverture, les mains tremblantes. Maman pleurait en cuisine pendant que papa expliquait ce qu'il savait. Pas grand-chose. Il a dit que George l'avait appelé se présentant comme un cousin éloigné parti à l'étranger. Il semblait inoffensif, juste un vieil homme seul cherchant à renouer contact. Mon père n'a jamais douté, mais quand la police a vérifié, aucun George avec notre nom n'existait dans nos archives familiales. Ni du côté de papa, ni d'ailleurs. Pas d'identité, pas de traces, rien. La boîte que George avait tenté de me donner était toujours sur ma table de nuit. L'agent l'a prise comme preuve, mais a permis à mes parents de l'ouvrir plus tard. À l'intérieur, une photo d'un nouveau-né enveloppé dans une couverture bleue. Au dos, griffonné, Dylan, 2008. Mon année de naissance. On ignorait d'où ça venait. Mes parents ont affirmé que la photo ne venait pas d'eux. Elle n'avait même pas été prise à l'hôpital où je suis né. Pendant des semaines, j'ai revu des flashs de cette nuit-là. Son visage, le costume rouge, sa voix quand il a dit mon nom. J'ai dormi avec la lumière jusqu'en février. La police ne l'a jamais retrouvé. Parfois, je me dis qu'il était juste un fou qui s'est trompé de maison, mais je sais que c'est faux. Il en savait trop. Il me connaissait. Je n'oublierai jamais la soirée pyjama de Noël quand j'avais 12 ans. Ça devait être parfait. Chocolat chaud, film, pyjama assorti et rire avec des amis jusqu'à minuit. Mon père avait fait le maximum cette année-là. Il a mis des lumières sur le porche, accroché des bas près de la cheminée et loué une machine à neige pour le jardin. Mes meilleurs amis, Emily et Harper, sont arrivés vers 18h. On a fait des biscuits, mis la cuisine sans dessus-dessous et construit un fort de couverture dans le salon. Tout semblait chaleureux, douillet et sécurisant. Vers minuit, dans notre fort devant maman, j'ai raté l'avion 2, Emily s'est figée et a chuchoté qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre. Harper et moi nous sommes tournés vers la fenêtre. Au début, je n'ai rien vu. Puis je l'ai aperçu, juste derrière la vitre givrée, debout près des arbres, au fond du jardin. Un homme. Il portait un costume de Père Noël. Il ne bougeait pas, juste là, à nous observer. Son visage brillait en rouge à cause des guirlandes sur la clôture, le rendant encore plus flippant. Harper a ri nerveusement, disant que papa essayait peut-être de nous faire peur. Je voulais y croire, vraiment. Mais papa était en haut à plier le linge, et cette silhouette si immobile, ça ressemblait pas à une blague. On a couru vers l'escalier et on l'a appelé. « Papa, y a quelqu'un dehors ?» Il est descendu tout de suite, souriant à moitié comme si on exagérait. « Lils, c'est sûrement un voisin qui promène son chien, mais quand il a regardé par la fenêtre, l'homme avait disparu. Tu vois ?» a dit papa. Juste des ombres qui jouaient des tours. On est retourné au fort, mais personne n'arrivait à se concentrer sur le film. Le moindre craquement nous faisait sursauter. J'essayais de paraître brave pour mes amis, mais au fond, cette image du Père Noël dans la neige me hantait. Environ une demi-heure plus tard, on a entendu autre chose. Un bruit sourd, puis un autre qui venait d'en haut. Puis, des bruits de pas lents et délibérés sur le toit. Harper a crié. Emily s'est mise à pleurer. Moi, j'étais figé, les yeux rivés au plafond. Papa a jailli de sa chambre en criant « Qu'est-ce qui se passe ?» On lui a dit que quelqu'un était sur le toit.
Il a attrapé sa veste et sa lampe, marmonnant quelque chose sur des ratons laveurs, et a couru dehors. On regardait par la fenêtre d'entrée pendant qu'il faisait le tour de la maison, le faisceau de sa lampe perçant la neige. Puis, tout est devenu silencieux. 1 minute plus tard, j'ai entendu un léger grincement. Ça venait du grenier. J'ai senti mon cœur s'arrêter. « Vous avez entendu ça ?» ai-je chuchoté. Avant qu'il puisse répondre, un bruit de grattement venait d'en haut, comme si quelque chose ou quelqu'un rampait dans le grenier. On a crié pour papa. Il est revenu en courant, ses bottes dégoulinantes, sa lampe tremblante dans sa main. On s'est blotti dans le couloir et on a regardé mon père descendre l'échelle du grenier. L'air froid nous a frappés d'en haut. Je n'oublierai jamais le visage de papa quand il a pointé la lampe vers le haut. Sa voix est tombée en un murmure. Qui a ouvert la fenêtre? On est tous restés figés. Il y avait une petite fenêtre ronde dans le grenier et elle était poussée vers l'extérieur. Des flocons de neige entraient et des empreintes neigeuses menèrent de la fenêtre vers l'obscurité du grenier. La voix de papa tremblait quand il a dit « j'appelle la police ». Avant leur arrivée, papa s'est placé sous le grenier avec une batte de baseball. Il sentait que quelqu'un était dans le grenier. Quand les policiers sont enfin arrivés, ils ont fouillé la propriété, commençant par le grenier. Ils y sont restés peut-être 5 minutes avant que l'un d'eux ne crie que quelqu'un se cachait derrière les vieilles boîtes. Je ne voulais pas regarder, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils ont fait descendre un homme par l'échelle, notre voisin d'à côté. Il portait un manteau de Père Noël, le bonnet toujours sur la tête et les mains menottées dans le dos. Son visage était pâle et en sueur. Ses yeux s'agitaient comme s'il cherchait une issue. Papa est resté figé, sans voix. Harlan avait toujours semblé inoffensif. Ce type discret et solitaire qui nous saluait quand on allait chercher le courrier. Parfois, il nous apportait des biscuits ou proposait de déneiger notre allée. Je n'aurais jamais imaginé l'officier a ouvert le sac qu'ils avaient trouvé avec lui. À l'intérieur, il y avait nos vêtements, un pyjama, des chaussettes et même des sous-vêtements. Ils ont aussi trouvé un Polaroid avec une pile de photos prises à notre insu. Harlan nous photographiait quand on se changeait et se cachait au grenier pour installer une caméra dans ma chambre. Quand les flics lui ont demandé pourquoi, il a souri et dit « Le Père Noël surveille toujours les gentilles filles ». Toute la pièce est devenue silencieuse. Papa a mis sa main sur mon épaule et m'a serré contre lui. Je ne l'avais jamais vu aussi pâle. Je le sentais trembler de colère et d'incrédulité. Après avoir emmené M. Harlan, la police est restée un moment, récupérant les caméras et relevant les empreintes. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Papa est resté avec nous jusqu'à l'aube, vérifiant les serrures toutes les quelques minutes. Il s'excusait sans cesse, disant qu'il aurait dû nous croire, qu'il aurait dû remarquer quelque chose plus tôt. Vers 6h du matin, la première lumière du jour de Noël s'est glissée à travers les stores. Les parents de Harper et Emily sont venus les chercher. Papa a fait des pancakes, mais je ne pouvais pas manger. Je pensais sans cesse à ce costume rouge, ses bottes sur le toit et ce sourire effrayant de Harlan. Plus tard ce jour-là, un détective a appelé pour dire que M. Harlan faisait ça depuis des années, s'introduisant dans les maisons, filmant des familles et collectionnant des souvenirs. Ils ont trouvé des dizaines de cassettes de jeunes filles et garçons dans son sous-sol. Je n'ai pas osé monter au grenier pendant des mois. Même maintenant, 2 ans après, je n'arrive toujours pas à dormir quand j'entends la maison craquer la nuit. Chaque Noël, quand les lumières scintillent sur le toit, ma poitrine se serre.